évolué, ce que vous allez pouvoir voir dans le communiqué, dans le dossier de presse, hein, l'association a évolué vers de la diplomatie. Je le laisse comme ça. Alors pourquoi on est passé de... Donc, c'était épuisant de faire, de travailler auprès des sans-abri, donc arrivé un moment, vu que même si c'était en province, j'ai été amenée à avoir beaucoup de nationalités parmi les sans-abri. Je me suis posé des questions et j'ai fini par arriver à l'échelon mondial. C'est étrange, mais c'est comme ça. Je me dis que ça ne servait pas forcément à grand-chose ce que je faisais, même si on a sauvé peut-être... ça ne donnait pas non plus des solutions durables non plus pour ceux qu'on aidait. Donc je me suis dit qu'il y avait un manque au niveau de la politique mondiale, et c'est ce que effectivement on avait comme point commun avec feu notre ancien président d'honneur Olivier Giscard d'Estaing, c'était ce travail à l'échelon mondial, cette réflexion qui nous faisait croire que la politique ne pouvait pas, la politique locale, nationale ou régionale ne pouvait pas se passer de l'échelon mondial. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où je veux en venir par rapport au petit livre rose, qui développe le concept d'ingénierie de paix, dans le sens où la paix touche l'universalité et que c'est un essai qui essaye de montrer que c'est en travaillant sur l'échelon mondial qu'on peut peut-être aussi agir, en fait, peut-être agir plus vite et plus efficacement sur la politique locale. Voilà. Donc, alors, en passant, j'aimerais saluer notre nouveau président d'honneur, qui est Thierry Railleur, hein, qui est ici présent, qui nous fait l'honneur de sa présence, qui a contribué au livre, donc le second tome. Alors, les livres que vous voyez là, donc je reviens sur l'historique de Pongé, donc d'abord les sans-abri, et puis je suis venue à Paris parce que la première réunion à Rennes, on était 3, donc bon, on n'est pas nombreux ce soir, mais c'est différent, c'est pas le même contexte, et je veux dire, c'était de toute façon pas c'était pas encore mûr pour pouvoir travailler sur cet échelon mondial à cette époque-là. Donc j'ai décidé enfin de venir à Paris pour créer cette dynamique mondiale. Et donc en 2014-2015, j'ai relevé le défi avec les citoyens du monde, dont on a un représentant ici, d'organiser les 70 ans des citoyens du monde, avec tout l'historique. Donc on a Madame Aguirre, Ahmad qui est là, enfin plusieurs participants qui ont écrit dans ce livre. D'ailleurs, il faudrait que je vous en donne un. Et donc les deux gros tomes que vous voyez, le tome 1, Une assemblée des peuples surgira des masses mondiales, et le tome 2, Nous le peuple, nous voulons la paix, ce sont les actes de colloque de cet événement. Voilà. Qui ont rassemblé plus de 60 pays, plus de 60 intervenants du monde entier. Et effectivement, ça a été quand même une gageure parce qu'on a réussi à faire se rencontrer des pays qui n'étaient pas forcément en amitié profonde. Donc si vous avez la curiosité d'aller voir, vous verrez. Et surtout, on a tenu les événements au Trocadéro, à l'Assemblée nationale et à l'UNESCO. Donc l'événement était sous le patronage de l'UNESCO. Donc la directrice générale a soutenu le projet. Et le petit livre rose, en fait, c'est une somme, c'est ma contribution à moi, c'est la somme de mes réflexions et des conclusions de tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce que j'ai pu... C'est un travail de recul. J'ai fait un travail énormément de recul parce qu'avant j'étais un peu dans la politique locale et on a un peu le nez dans le guidon. Et quand on est dans la politique locale, on ne réfléchit pas forcément sur du très très long terme et on n'a pas forcément le recul nécessaire pour construire un monde nouveau, pour avoir une vision juste en fait, des choses, pour avoir une vision claire ou sur du très long terme. Alors, je vais vite, mais récemment, on a eu une bonne nouvelle pour Pongé, l'ONG Pongé.
on a obtenu le statut ECOSOC. Le statut ECOSOC, c'est le statut de conseiller auprès des Nations Unies pour l'ONG. C'est le statut spécial. Il existe 3 statuts. Donc c'est le 2e rang des statuts. Ce qui nous permet quand même, comme à l'UNESCO, là je viens de faire la demande aussi pour avoir un partenariat. Vous m'entendez bien ? Ça nous permet d'avoir, c'est très important par rapport au projet que je propose dans le petit livre rose, ça nous permet d'avoir une tribune aux Nations Unies. Non seulement une tribune écrite, c'est-à-dire qu'on peut écrire, on peut participer, le secrétaire général peut très bien aussi nous demander des rapports, peut très bien communiquer avec nous, on peut peut-être aussi les solliciter pour ça. Et on a le droit aussi à quelques minutes de parole devant l'Assemblée générale de tous les pays. Oui. Donc, actuellement, avec la Covid, les travaux sont très au ralenti, mais ce qui est intéressant, c'est que là, je fais appel aussi aux personnes de l'Assemblée qui sont ici présentes. D'ici quelques mois, avec notre président d'honneur, qui est M. Thierry Rayer, nous allons chercher, en fait, on en a déjà quelques-unes, des bénévoles, mais trouver des représentants, parce qu'on a le droit à une vingtaine de représentants dans chaque site des Nations Unies. Donc les 3 principaux, Genève, New York et Vienne. Donc Nairobi, non, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc les 5 sites principaux, on aura le droit à des représentants. C'est très important parce qu'un des grands projets phares que nous avons dans le petit livre rose, c'est de travailler sur la fin des guerres, et je vais juste y revenir après. Donc M. Thierry Rayer s'est déclaré, on s'est retrouvé aux obsèques de feu Olivier Giscard d'Estaing, et tout naturellement, en fait, comme on avait sympathisé tous les 3, tout naturellement, il a proposé, enfin je lui ai proposé de prendre la succession d'Olivier Giscard d'Estaing parce qu'il avait participé au tout dernier événement où lançait justement le concept d'ingénierie de paix que j'ai créé. Et il est personne ne le sait, il est très modeste, mais c'est le descendant direct de Napoléon III, du côté Napoléon. Voilà. Donc c'est pas l'impératrice, mais c'est quand même Napoléon. Voilà. Donc tout à l'heure, si vous voulez, quand je le dédicacerai, il pourra co-signer avec moi le livre, si vous voulez. C'est un grand honneur d'avoir sa signature. Alors, si je reviens au livre même, voilà, je vous l'ai distribué exprès pour être sûr qu'une fois dans votre vie, vous l'aurez ouvert. Voilà, donc vous pouvez l'ouvrir. Vous allez voir qu'il est scindé en 3 parties. Alors, la première partie concerne tout ce que j'écris autour du concept d'ingénierie de paix et je pense que jusqu'à maintenant, l'ingénierie de paix, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est-à-dire que vous avez entendu parler d'ingénierie de la culture, l'ingénierie sociale, l'ingénierie scientifique, vous avez entendu parler de plein de types d'ingénierie, mais curieusement, celle dont on aurait le plus besoin et qui manque au niveau lexical, c'est l'ingénierie de paix. Moi, j'ai entendu ce terme un peu abscon. C'est pour ça qu'il me semblait vraiment très utile d'avoir une réflexion de fond sur la paix. Donc, notamment le président d'honneur avant me disait mais c'est quoi l'ingénierie de paix? Et à force de me dire mais c'est quoi l'ingénierie de paix, j'ai fini par en faire un livre et essayer de répondre à cette question, et il n'est pas le seul. Alors, les ingénieurs de paix existent. C'est une dénomination qu'on donne au niveau de personnes au niveau des Nations Unies. Donc les ingénieurs de paix, actuellement, ce sont les personnes qui interviennent uniquement après les conflits. Donc il s'agisse au niveau de la résilience post-conflit, mais il n'y a aucune ingénierie de paix en tant que telle, en tant que prévention. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je dis j'invente le concept. Parce qu'il existe, les ingénieurs de paix actuellement, c'est ça. Leur définition, c'est de réparer les blessures une fois que les crimes sont commis, les guerres sont perpétrées, les morts sont morts, et voilà. Donc il y a quelques petits survivants qu'on essaye de réparer. C'est ça, les ingénieurs de paix. C'est nettement, pour moi, insuffisant pour définir ce que pourrait être la grande ingénierie de paix dans le monde.
Alors, je reviens sur les termes. Donc, toute cette première partie évoque tous ces vides et tous ces manquements. Par exemple, si je vous parle du terme d'irénologie, de polémologie, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors, parce qu'il existe des termes savants qui évoquent les sciences de la paix. C'est l'irénologie. Voilà. Donc, tout le monde le sait, bien sûr. Et la polémologie, l'étude des conflits, c'est la polémologie. Donc, ça vient du grec, hein, polémos, c'était conflit, les gars. Irénée, on a une responsabilité et je pense que pour contrecarrer cette politique qui nous gouverne, il faut vraiment que, en marge de la politique locale, régionale, nationale, grande région du monde, il faut absolument ne pas négliger moi j'ai laissé complètement tomber les politiques nationales locales, mais moi je défends mon point de vue parce qu'il faut absolument faire rentrer l'échelon mondial dans toutes les politiques. Parce que s'il n'y a pas d'échelon mondial, il n'y a pas vraiment de politique en fait. Il ne faut pas se mentir. À l'heure actuelle, la vraie politique, elle se fait aux Nations Unies, elle se fait à l'OMS, elle se fait là-haut. Et la grande vérité que moi j'ai découverte en méditant tous ces colloques, toutes ces interventions, c'est que, il y a très peu de gens qui le savent, j'en parle dans le livre, mais la vraie politique, pour résumer, pour simplifier, j'essaie d'être très très simple dans ce que je dis, pour rendre les choses évidentes, en fait. Ce qui est caché, le rendre évident. La politique actuellement, en fait, elle est simple, c'est la politique, c'est l'argent, en fait. C'est tout simplement ça. L'échelon mondial, la politique, elle est derrière l'invention de l'argent. Si vous regardez bien, c'est l'argent qui mène le monde. Et tous les projets sont guidés par l'argent, les églises sont menées par l'argent, elles n'ont pas le monopole de l'argent. Les églises ou les religions, elles sont dépendantes de l'argent. Elles peuvent prêcher tout ce qu'elles veulent, mais au bout du compte, ce n'est pas elles qui auront le dernier mot, ce sont les lobbies de l'argent. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup réfléchi à ça, puisque par rapport à la Corée, le conflit, la Palestine et l'Israël, par rapport à tous ces grands conflits mondiaux, il en reste encore une cinquantaine environ dans le monde, on en est toujours au statu quo, et les forces en présence ont tout intérêt à conserver le statu quo. Le statu quo, c'est quoi? C'est que on reste sur la même position que l'après-guerre mondiale, la position des vainqueurs, la position du Conseil de sécurité, le veto, tout est pareil, rien n'a changé, les deux Corées sont toujours en guerre, et plus le temps passe, et plus c'est avantageux pour les pays vainqueurs. Pour la Palestine et Israël, le statu quo, ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes arguments en plus, vous comprenez? Toujours les mêmes arguments, on ne sort pas des mêmes arguments, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes, la guerre froide en quelque sorte, c'est toujours les mêmes gros blocs, il n'y a pas d'avancée. Toujours pareil pour l'Inde et le Pakistan, voilà. Donc, parmi les propositions, les solutions que j'avais trouvées... Oui, pardon, non, je reviens sur ce point de l'argent. Je veux juste vous informer qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un combat dans la monnaie. C'est étrange parce que peu de gens le savent. Donc, il y a eu un combat. Et il y aurait pu y avoir une autre monnaie que le dollar. C'est l'US dollar qui a gagné. Mais il aurait pu y avoir une autre monnaie parce que Keynes avait proposé le Bancor. D'où le nom qu'on a donné aussi à notre opération Pangor. Hein, voilà, ça on lit aussi, Pangé, Pangor, voilà, tout ça, c'est un peu imbriqué. Et il s'en est fallu d'un cheveu, et c'est l'US dollar, c'est la monnaie a été adossée à l'US dollar. Et c'est le dollar américain qui a gagné. Voilà, c'était la naissance de l'argent qu'on connaît maintenant, du système monétaire actuel, qui est en train d'évoluer d'ailleurs. Donc il faut vraiment prendre la balle au bond. Et c'est ce qu'on propose dans la toute dernière partie du livre. Ça, c'est une de nos propositions au niveau économique. On essaie de proposer tout un système économique basé sur les valeurs et plus sur l'argent. C'est ça pas encore. C'est un système qui soit... donc il y avait un colloque, au l'UNESCO on avait fait un colloque sur justement l'argent, c'est quoi? Gérard Fauché, et puis donc il y avait tous les gens qui parlent de la monnaie juste, tout ça,
qui avait pris la parole, qui avait expliqué comment l'argent était créé de nulle part. Voilà, parce que l'argent, c'est un système qui, si vous faites un prêt, c'est juste une ligne dans une banque, c'est ce qu'il expliquait. Parce que moi j'ai étudié aussi, hein, si vous étudiez Étienne Chouard, Gérard Fouché, la monnaie juste, enfin, Marc Basquiat, tous ces gens-là, vous verrez que vous expliquent tous la même chose, hein, donc c'est simple, l'argent. Et là actuellement, vous imaginez que les caisses ont été renflouées, même moi j'ai bénéficié de subventions, je suis très contente, mais des subventions pour des millions de gens en France, l'argent il est tombé d'où? Enfin, bon, je sais, le déficit, peut-être on le verra d'une autre manière, mais moi, à mon avis, on a doublé, plus que doublé, déjà le déficit du pays, enfin, du budget français. Hein. Voilà. À l'heure actuelle, vu le nombre de milliards millions qui ont été injectés, c'est impressionnant. Alors, c'était la fin de mon livre, ça, des propositions. C'était de retrouver un système, vous allez voir. C'est pareil, un système qui est immuable, qui n'a jamais changé, c'est les catégories des métiers, par exemple, en France. Donc, j'ai essayé de casser aussi ce mammouth qui est ancré depuis toute éternité, avec tous les métiers RNCP, les codes que vous remplissez sur vos feuilles d'impôt, les choses comme ça, et me dire, mais pourquoi il faut absolument évoluer, parce que les métiers, ils évoluent. Le monde de demain, comme le dit M. Hamon, là, le monde de demain, ça va être les robots, ça va être... je ne prône pas les robots forcément, mais il faut vivre avec son temps. C'est mieux d'avoir des robots que de faire passer son temps à faire le ménage. Voilà, il y a des choses plus intéressantes. Lire, étudier, écrire. Mon livre, j'espère qu'il sera vite périmé. Vous voyez, j'espère. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on passe à la philosophie que prône M. Ryan. Moi, je n'osais même pas y penser pour moi, mais il prône la philosophie du bonheur. Donc, j'aimerais passer à l'étape d'après. C'est pour ça que là, je suis très contente d'avoir M. Ryan comme président, parce que j'ai l'impression qu'il faut vite que ce livre-là soit périmé. Vous voyez, il faut passer vraiment vite à la paix et qu'on puisse penser ensuite à la prémisse, l'étape avant le bonheur. Et donc, si vous regardez, on essaye d'adosser, j'appelle pas ça forcément une monnaie, mais un nouveau système d'échange. Donc, je reviens sur Aristote, comment il avait créé le système d'échange. Déjà adopté Aristote. Comment il découpait en fait la monnaie par rapport à des valeurs. Et je reprends son système et je le modifie, je le perfectionne, je l'amende un peu, je le mets à ma manière pour plutôt l'adosser sur les valeurs justement d'inventivité, de courage, et que ça, ce soit valorisé. Et plutôt que de valoriser la violence, vous voyez, donc plutôt adosser à des valeurs, faire entrer aussi les critères de pénibilité dans les métiers. Donc voilà, des valeurs. Je vous invite à regarder de plus près, j'espère que vous aurez la curiosité de lire. Ce que je propose, c'est un petit peu complexe. Et aussi, j'évoque tout ce qui est énergie libre. Pourquoi tout d'un coup, la Tesla, c'est étrange, il y a quelques années, les gens qui parlaient des systèmes hydrauliques, elles se faisaient couper la tête, et maintenant c'est la mode. Alors, attention, parce que je suis aussi dans l'économie, j'ai essayé de vendre des systèmes d'hydrogène, des moteurs à hydrogène avant le Covid, et tout d'un coup, ça a été bloqué avec le Covid. La Covid, pardon, donc un peu, monsieur, madame Covid. Et donc, depuis là, je n'arrive pas à vendre des moteurs à hydrogène. Attention, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été bloquées avec l'épidémie. Mais néanmoins, les gens qui parlent de moteurs à hydrogène ne se font plus couper la tête. Alors, on parle beaucoup aussi des énergies libres parce qu'il y a peu de gens qui le savent, mais les maisons autonomes, les systèmes autonomes, il y en a. Voilà. Donc, il suffirait, on estime peut-être 1 million de gens dans le monde entier, dans divers pays qui mettent en place un système hybride entre la crypto-monnaie et puis un nouveau système d'échange, pour commencer à mettre en place un système mondial qui soit adossé à un système de valeurs. Voilà. Donc ça, c'est pour la dernière partie. Donc, le
le sujet phare voilà, qui m'importe le plus, sur lequel j'ai beaucoup agi les 2 dernières années avec d'autres ONG, avant la Covid. Donc il y avait H2BPL qui a disparu parce qu'on les a... ils brassaient des millions de gens dans le monde. D'ailleurs, M. Pêche a été invité, enfin, on a vécu cette aventure ensemble. Cette ONG, alors je n'ai pas été jusqu'en Corée, mais j'y suis allée avec un ambassadeur du Mali en Corée, Daoud, que vous connaissez bien, c'est ailleurs. Oui, son nom m'échappe. Keïta, Omar Keïta, son excellence M. Omar Keïta. Donc on avait été invité là-bas, c'était impressionnant parce qu'ils remplissaient des stades entiers olympiques. Il faut voir pour le croire. Vous connaissez en Corée du Nord, vous avez déjà dû voir les Mass Games. Donc c'était vraiment des Mass Games, des stades olympiques entiers de gens pour militer pour la paix. C'était la loi de law against war. Attendez, c'était en anglais, mais c'était la loi pour la cessation des guerres. The law for cessation of wars. Donc la loi pour la cessation des guerres. Voilà, ils ont écrit tout un laïus, ils ont fait un travail remarquable là-dessus, mais c'était beaucoup, en Corée, on sait très bien qu'on agite pour rien, on est colonisé, donc au sud par les Américains, donc on agite des drapeaux pour rien. Donc, mais ça agitait beaucoup les foules et faisait venir des personnages du monde entier. Des ambassadeurs, des spécialistes, des personnages politiques, c'est impressionnant. Donc, moi j'étais dans le parterre des personnages extérieurs, c'était impressionnant. Et là, donc ils faisaient des mass games. Vous voyez ce que c'est? Donc en fait, c'est les personnes elles-mêmes qui font des figures sur scène. Il y a des grands chars et tout, et ils font des grands spectacles avec les corps. Vous avez, en Corée du Nord, ils sont très connus pour ça. Vous voyez des grands panneaux qui, comme le sucre un peu, sauf que c'est des personnes. Vous avez des grandes scènes qui s'affichent comme ça avec des millions de gens sur le stade. C'est magnifique. Voilà, donc, en dehors du côté spectaculaire, ils mettaient en avant la loi pour la cessation des guerres, la loi pour la cessation des guerres, et c'était impressionnant, mais c'est des millions de gens. Et là, on leur a coupé carrément la chic, parce qu'on les a accusés qu'ils avaient fait une réunion en Corée. C'est qu'on a entendu parler de cette histoire. Il y avait une église, pseudo-église qui s'était réunie, et donc qui avait propagé le Covid partout. Alors le dirigeant, là, 90 ans, on l'a envoyé en prison pendant 3-4 mois, je ne sais combien. Il a fait la prison à 80-90 ans. Le pauvre. Et donc, le moment, stoppé net. Alors, bon, j'espère que je n'aurais pas porté malchance, mais moi, il m'avait contacté parce qu'à l'époque, j'avais créé une association d'étudiantes pour la paix. Voilà. Donc, il raflait, il récupérait tous les gens qui militaient pour la paix. Moi, j'aimerais reprendre le flambeau, mais c'est pas... Alors, il n'y a pas que eux, il y en a plein d'autres ONG qui travaillent sur ce champ-là, la loi pour la cessation des guerres. Et c'est notamment là que notre statut ECOSOC peut aider. C'est que c'est à ce niveau-là. Donc moi, j'ai travaillé aussi auprès de Paul Quillès pour la loi, vous avez vu. Donc ça m'encourage à continuer aussi ce combat. J'y crois, parce que Paul Quillès a réussi son pari. Je pense qu'il a une influence, parce qu'il représente la France, ancien ministre des Armées, enfin, ancien ministre de l'armement. Enfin, il avait un poids très certainement. Et on a organisé un colloque ensemble sur justement la cessation des armes nucléaires. Et actuellement, on est aux Nations Unies, on a réussi à faire passer la loi, même si on n'a pas la fin complète des armes non nucléaires, on a quand même drastiquement baissé le nombre. Donc la quantité d'armement a totalement diminué. Donc petit à petit, et il fallait le quota de 76 pays signataires pour que la loi devienne force de loi. Parce que au niveau juridique, c'est la loi internationale qui doit primer normalement sur la loi nationale, etc. Sauf qu'il y a toujours des alinéas dans chaque pays qui font que... Voilà. Mais bon, la Constitution française, c'est formulé de telle sorte qu'au bout d'un moment, on peut toujours bloquer le processus de la loi qui vaut force de loi au niveau international. Hélas. Voilà. Donc moi, je ne cherche pas forcément à créer une loi. J'essaie toujours dans ce que je fais de travailler sur les institutions, le niveau institutionnel, mais j'ai toujours le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Voilà. Le premier plan ne marche pas, je passe au deuxième. Ça, tout le monde me dit « Ah, mais t'es encore là !»
dis pas, oui, je suis encore là, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, même s'il y a pas, voilà, je suis toujours là, mais j'y crois, et qu'au bout du compte, même plus vite que je ne crois, mes projets, ils avancent, ils se réalisent. Donc, moi, j'y crois vraiment fermement, et M. Paul Quiles, qui est décédé il n'y a pas longtemps, m'encourage profondément à continuer le combat. Alors, ce que je propose, c'est un petit peu différent. C'est de créer une armée mondiale civile. J'y réfléchis beaucoup, j'ai eu cette idée quand j'étais en quarantaine en Corée récemment, et c'est travailler effectivement avec les Nations Unies aussi, hein, et c'est de plutôt essayer de travailler sur une loi, tout simplement, qui interdise de tuer son prochain. Voilà. Donc ça, ce serait la loi. Donc si on fait une loi qui interdit de tuer son prochain, je ne sais pas si la logique est implacable, pour moi elle l'est, il n'y a plus besoin d'armée nationale. Vous comprenez? Une armée mondiale, civile, suffit. Parce que de toute façon, où qu'on se trouve dans le monde, l'armée, et c'est ça qui renverse un peu les statu quo qu'on a actuellement, c'est des nouvelles idées qui font qu'on prend le chemin des guerres et des conflits un peu différemment. Vous voyez? C'est une nouvelle idée qui fait qu'on arrête de polémiquer sur qui a pris les territoires de qui a machin. Ça n'en finit pas. Vous voyez? Ou qui a envahi la Corée du Nord le premier, ou la Corée du Sud en premier. Voilà. Ça change un petit peu du statu quo, de toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes histoires. On se dit, là, on part sur une loi toute simple, qui est évidente. Finalement, j'essaie de devenir un enfant, de raisonner comme un enfant. On est sur une planète, on est tous ensemble, on est 7 milliards d'êtres humains, on doit vivre ensemble, on ne doit pas se tuer. Parce que toutes les religions interdisent de tuer, de toute façon. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je vais revenir. J'ai fait exprès de n'inviter aucun personnage religieux dans mes colloques, aucune personnalité. J'essaye d'éviter les religions, justement. Parce que d'une part, elles ne sont pas forcément exemplaires de paix dans le monde, je pense. Et d'autre part, parce que si on commence à faire venir toutes les religions, déjà on va en froisser, parce qu'il y en a tellement qu'on va en froisser. Et d'autre part, c'est que rien que pour le Notre Père, changer le Notre Père, il a fallu 100 ans, je crois. Donc si on commence à les inviter, on n'a pas fini. Donc si on veut vraiment aller vite et qu'on avance sur le problème de la paix, il faut vraiment que ce soit la société civile, vraiment. En dehors des religions, il faut prendre ce qui est bon dans les religions, les points communs. C'est-à-dire que le Coran ne va pas vous inciter à tuer comme ça gratuitement. Il va vous dire c'est parce qu'il y a une raison. Légitime défense, ok. Ou parce que tu as tué ton prochain, ou je sais pas, il y a une raison. J'ai relu, là, il y a l'extrait du Coran dedans. J'ai essayé de revenir à la lettre, et puis les spécialistes le diront comme moi, je suis persuadée. Dans la Bible, c'est le commandement, c'est lequel tu ne tueras point. On n'a pas le droit de tuer. Il n'y a aucune religion qui va prôner de tuer son prochain. Donc si on fait cette loi, tout simplement, il y a encore du boulot, parce qu'il y a encore la peine de mort et tout, donc il y a encore du boulot. Mais voilà, tu ne tueras pas ton prochain, et bien, c'est ce qui crée les armées, c'est ça en fait, c'est le fait, ce qui crée les guerres, c'est les armées en fait, c'est les armées nationales, les pays contre les pays, donc on est obligé d'avoir des armées nationales pour ne pas, soi-disant, entrer en guerre, pour se protéger d'abord. Je ne suis pas contre une armée de défense, mais il ne faut pas non plus être dans le monde des bisounours. L'ingénierie de paix, c'est pas toujours dire oui et puis se faire taper dessus. Mais si on crée cette armée nationale, il n'y a plus de raison d'être d'avoir des armées nationales avec cette loi d'interdiction de tuer son prochain. Et c'est plus la loi qui a un peu drapeau, machin, on agite et tout, voilà, on fait beau et on est là, quoi. Je pense que c'est plus concret de se dire, voilà, c'est la même loi pour tout le monde, elle est plus facile à comprendre, elle est facile à comprendre pour un enfant. Et je pense que la logique est implacable. À partir du moment où on n'a pas le droit de tuer son prochain, je vois pas pourquoi on aurait des armées nationales. Oui, le raisonnement. Je sais pas. Pour moi, c'est très simple. J'essaie de partir dans l'évidence. C'est pareil, deuxième projet, donc je m'adresse à Madame Cissé, là, qui est adjointe auprès des droits des femmes, et qui va peut-être être intéressée à la proposition. Donc depuis pas mal d'années maintenant, les politiques nationales brandissent le drapeau, ouais, les femmes et tout, on va les protéger des violences et tout, voilà. On va l'inscrire dans le programme politique. Voilà.
Mais bon, à ce jour, on commence à peine à parler de la pédophilie, alors, les vols des enfants, on n'en parle pas du tout encore, mais bon, ça viendra. Mais je veux dire, il y a MeToo qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il faut attendre que les choses évoluent. Il faut attendre encore. On va attendre sagement. Mais bon, en attendant, moi j'essaie d'aller un petit peu plus avant. Et toujours pareil, dans ma quarantaine, je me suis dit, mais il existe des dispositifs pour les personnes âgées. Quand elles tombent, elles ont un bracelet électronique. Elles peuvent appeler le SAMU, elles ont un système d'urgence. Si elles tombent, si elles se blessent, elles ont un système d'urgence qu'elles peuvent activer. Pareil, j'ai eu un commerce, j'avais un système d'alarme. Alors là, dès que j'ai déclenché le bouton, que j'avais une frousse de me faire braquer, j'appuyais le bouton, moi tout de suite tout s'allumait, la sirène, tout, la police m'appelait, ils étaient là en 5 minutes. Je payais tous les mois quand même. Mais c'était super efficace. Alors là, moi je me sentais super en sécurité. J'avais pas de revolver, mais j'étais super en sécurité. C'est pareil, bon, depuis quelques temps, il existe maintenant un système, bon, ça n'existait pas il y a 15 ans, il existe un système de protection pour les femmes. Il y a aussi un numéro aussi d'urgence, bon, pour les femmes qui se font violenter par leur conjoint, ou inversement peut-être aussi, hein. Elles ont apparemment aussi un bracelet, quelque chose. Il y a aussi, bon, je m'occupe de sans-abri aussi, de détenus, ils ont un système de bracelet électronique, ils peuvent faire leur détention à domicile, comme bientôt M. Sarkozy peut-être, ils peuvent faire leur détention à domicile. Donc ça, c'est aussi très perfectionné. Donc on a des outils, on a la technologie. Alors moi je ne suis pas ingénieure, mais je me dis, mince, si on pouvait faire un dispositif comme ça, universel, à destination des enfants, parce que les pauvres, c'est les premiers qui ferment leur... voilà, il y en a plein qui se sont fait violer, qui ne le diront plus jamais, mais à qui on a brisé leur vie. Si tout petit on pouvait les protéger, moi en tant que maman, ben, je serais vraiment tranquille, avoir un système perfectionné sur soi, et même au niveau de l'éducation, ça ouvrirait en fait un prétexte, un code universel en expliquant aux enfants les gestes à ne pas franchir, les paroles, tous les gestes de protection, tout ce qui, tous les comportements inappropriés, leur expliquer. C'est que ce soit dans n'importe quel milieu, classe sociale, moi j'ai entendu parler d'enfants qui ne connaissaient pas du tout la question de comment on faisait des enfants, comment en fait, ce qui pouvait leur arriver, s'il y avait des comportements inappropriés. Et ce qui est important, je pense que c'est au niveau même des religions, au-delà des religions aussi, ça permet d'ouvrir. C'est pas évident de parler à des enfants, à ses propres enfants, j'ai du mal à parler d'éducation sexuelle parce qu'il paraît que l'éducation sexuelle pour certains c'est de montrer comment on fait, de passer par les attouchements. Donc c'est pas du tout ça que je veux dire, hein. Donc j'ai du mal à parler d'éducation sexuelle, mais si on parle de connaissances pour les enfants, de théoriser, de comprendre ce qui peut se passer de dangereux pour eux, de faire de la prévention sur les risques, de protection de leur corps, de leur âme, de leur intégrité. Les enfants d'abord, les plus fragiles. Je pense au système de défense, donc j'essaie de travailler avec une junior entreprise là-dessus, j'essaie de mettre en place un système. Donc j'y réfléchis, voilà. Mais c'est embryonnaire, mais c'est un appel aussi à des partenariats éventuels pour mettre en place un système de défense, de protection universelle. J'avais une idée aussi, en Corée ça existe, vous êtes agressé quelque part, après il y a toute une association, c'est déclenché sur une application, il y a plein de gens qui sont au courant. Vous faites voler, tout d'un coup toute une communauté de gens sont prévenus en même temps, vous voyez. Donc il y a tout un tas d'idées et de systèmes qui permettraient, de manière toute simple, hein, on n'a pas besoin des politiques, hein, pas besoin de mettre ça dans un programme, il faut juste travailler au niveau industriel et mettre en place le système. Alors évidemment, c'est plus facile si on a des politiques qui nous aident, c'est évident, parce qu'on va pas travailler avec le SAMU, avec les institutions, avec l'État, l'argent, tout, ce sera plus facile. Mais comme le vaccin,
c'est autant d'argent qu'on peut générer, hein. Autant d'argent, même plus, c'est tout le monde sur Terre qui pourrait être équipé d'un système de protection anti-violence. Voilà pour une seconde idée qui m'est parue très simple, évidente, et qui me paraît très facile à mettre en place avec un peu de volonté. Vous voyez ? Voilà. Alors, dernier point. Voilà, j'ai tenu mon heure à peu près, donc j'ai encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous ? Alors, la dernière partie du livre s'attache à créer tout un lexique. Voilà, je reviens sur le lexique, de mots connus qu'on redécouvre ou de novlangues, enfin de néologismes, comme, je ne sais plus quel mot, on peut ouvrir. Donc, au niveau de, par exemple, la Pangée, le nom de mon ONG, c'est un mot qui est très connu. Donc, moi, j'ai enseigné un peu la géographie, donc j'étais un peu privilégiée, mais la Pangée, c'est le nom qu'on donne, donc c'est marqué là, à la dernière page, c'est le nom qu'on donne au premier continent mondial. Avant que tous les continents se disloquent, il existait un seul continent, qui s'appelait la Pangée. En anglais, c'est Pangea, et si on prend l'étymologie grecque, c'est pan, c'est le tout, et gay, c'est la terre, Pangé. Voilà. Alors, Pangor, c'est un néologisme, si on l'utilise comme système d'échange de crypto-monnaie, mais ça peut être un autre terme, hein, ça m'est égal. On a choisi le Pangor parce que bon, c'était pour faire un exemple, mais on peut très bien. Voilà. Alors, le solidarisme aussi, c'est un terme, donc on dit tout le temps, on en parle, les mots qui se terminent par isme, ça fait fascisme, ils ont tous mal fini, communisme, voilà, tous ces mots-là ont mal fini. Donc, mais j'aimais bien quand même solidarisme, c'est un terme qui existe déjà aussi. Donc je le remets quand même, c'est un terme intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terme ? Alors, ici, il ne s'agit que du lexique nouveau de Pangée. Alors, il y a un lexique qui est très intéressant, et une bibliographie qui est dans le second tome du livre, Nous, le peuple, nous voulons la paix, qui rassemble les interventions de l'UNESCO, des diplomates, des ambassadeurs. Et là, à la fin, vous avez toute une bibliographie, peut-être la première, inédite sur le mondialisme et le pacifisme, qui m'a été donnée par l'Union pacifiste, un des partenaires de Citoyens du Monde. Et vous avez aussi tout le lexique du mondialisme, leur propre lexique. Donc c'est très intéressant de voir comment, et c'est très important au niveau de Pangée, et je vous invite à le faire, c'est de trouver comment dire les choses. Parce que derrière, c'est la Bible, au début était le verbe, au commencement était le verbe. S'il n'y a pas de mots pour le dire, il n'y a pas de réalité. C'est très important de créer nos propres mots. Et s'il n'y a pas de mots pour le dire, c'est pour ça que je parle d'ingénierie de la paix, et j'insiste pour développer et continuer à bien tirer la bobine. Il faut vraiment qu'on crée les mots s'il en manque et combler les vides là où il y en a besoin. Parce que l'irénologie c'est bien, mais peut-être qu'il faut trouver un autre terme. Donc, pas l'ingénierie de paix, si vous voulez. Je parle aussi dans la première partie à l'UNESCO. Donc, il devait y avoir des représentants qui n'ont pas pu venir, s'excusent, mais à l'UNESCO, on parle beaucoup de culture de paix. Donc, c'est la culture de paix qui est mise en avant à l'UNESCO. Parce que l'UNESCO, c'est la vocation, c'est quand même en premier la culture, l'éducation, les sciences. Et le dernier, c'est un autre, mais je crois que j'ai tout dit. Et en avant, ils brandissent la paix. Mais ils ne parlent pas d'ingénierie de paix. Voilà. Soit j'estime qu'il faut... Je pense que l'ingénierie de paix donne un aspect beaucoup plus scientifique, rigoureux, que culture de paix. Vous voyez ? C'est une autre dimension. Quand on parle de... Est-ce que vous l'avez ouvert ? Vous arrivez à lire ? J'aimerais juste que vous fassiez le plaisir de l'ouvrir. Parce que j'ai le plaisir de vous l'offrir, mais si... voilà, c'est quand même une somme importante. Donc, rien que ce petit projet-là, ça va me prendre quelques années de travail pour moi, mais je me concentre sur ça.
Derrière, on a créé une maison d'édition. Donc là, on lance la maison d'édition avec le petit livre rose et aujourd'hui la séance en live et l'enregistrement. Ça a pour but aussi de permettre de lancer toutes ces idées sur le marché, de lancer une dynamique, de rassembler. Pangée, c'est plus de 150 partenaires mondiaux. De l'échelon de M. Rayer, qui a le cercle d'études scientifiques Rayer, qui est connu mondialement, ICANN qui était notre partenaire, d'autres qui sont plus ou moins connus, mais ICANN vous connaissez, prix Nobel 2017, il y avait la Fondation Abbé Pierre qui a participé, il y avait, vous en connaissez d'autres, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc Pangée, c'est plus de 100 à 150 partenaires mondiaux. Vous avez la liste des partenaires à la fin du livre. Là. Si vous avez la curiosité, vous pourrez le lire. Vous pourrez voir le nombre sur le site, vous pourrez voir les logos. Alors, si on regarde, on reprend le livre. Vous avez le sommaire. Donc voilà, vous voyez, hein. Donc la section 1, donc la nouvelle Pangée, donc un petit peu le nouveau monde, hein, le monde d'après, qu'on peut nommer la paix au-delà du verbe. L'UNESCO, donc c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit en 1 heure, au-delà des religions, le système alternatif à l'argent qui est le Bangor, les outils à créer, l'ingénierie de l'éducation à la paix. Donc là, je reviens sur l'aspect économique, là, c'est toute une proposition de nouveaux systèmes économiques. J'insiste bien sur le fait qu'il est nécessaire. Imaginez que c'est le chef du Parti communiste qui est parti maintenant président de l'OIT. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un monde normalement idéologique entre ces deux univers. Et donc, quand on y pense, on se dit qu'il manque vraiment d'un programme alternatif. Il faut y croire. Faut pas, parce qu'en fait, du coup, comme il y a des vides juridiques au niveau des lois, normalement, les lois internationales ont force de loi sur le reste, mais bon, ça dépend de la constitution de chaque pays. Ça dépend de leur système. En Angleterre, c'est pas le cas. Mais en France, elle est. Normalement, la loi internationale prime sur le droit national, les lois nationales. Mais bon, ils ont créé l'Europe, qui sont aussi force de loi internationale. Donc, voilà. Ça contrebalance, mais si on regarde au niveau du système mondial, on n'a pas vraiment de programme politique mondial, enfin, disons clairement affiché, il n'y en a pas. Et de clairement écrit, il n'y en a pas non plus. Voilà, donc c'était un peu l'ambition, c'est vraiment un embryon, hein. J'essaye de faire des choses très simples pour qu'elles soient crédibles, faisables, réalisables, et qu'on puisse vraiment les mettre en place et que ce soit sous un quinquennat ou sous 5 ans. Et sans forcément passer par les institutions non plus. Parce qu'on peut très bien, il y a le mouvement des non-alignés pour la loi, il suffit de faire signer des pays et de commencer par les faire signer. Si on en a 100 ou 120, ça fera du bruit. Les pays non-alignés, c'est 120 pays. Hein. Donc l'organisation des non-alignés. Donc je n'ai pas fait encore, mais je vais les contacter et je vais leur proposer ce projet. Et après, c'est plus facile après être rentré aux Nations Unies en disant on a quand même 120 pays derrière nous qui ont signé. Vous voyez? Donc il y en a d'autres, hein, des organisations qui rassemblent, il y a l'Union africaine, il y a plein d'autres organisations qui rassemblent plein de grands pays. Alors je vous assure, je ne suis pas la seule. Attention, je ne suis pas complètement dans ma sphère en train de... Si vous voulez des preuves, j'en ai. Je ne suis pas la seule à travailler sur ce thème-là. Non, parce que c'est vrai que les oiseaux chantent et tout, la petite coréenne là-bas, elle est bien gentille. Voilà. Mais non, il y a d'autres ONG, notamment une autre au Japon. Vous savez, au Japon aussi, ils ont inscrit dans leur loi, eux, au Japon, eux, ils n'ont même pas le droit d'avoir d'armement. Enfin, ils n'ont pas le droit depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ils pouvaient rentrer. Et donc il y a une autre association, Klaus Schlittmann, qui était avec nous par la pensée. J'ai pas fait de live avec lui, mais qui est avec nous, qui
qui travaillent sur cette même loi. Donc dernièrement, ils cherchaient des personnes aux Nations Unies. Il faut être plusieurs pour déposer, donc il faut passer par un pays. Donc il faut que je trouve comment ça fonctionne. Il faut passer par un pays membre qui porte le projet de loi et qui le dépose et qui le dépose au niveau de l'Assemblée générale. Comme ils ont fait pour le nucléaire. Vous voyez, il faut passer par le même processus pour faire passer cette loi. Et moi, je ne veux pas cette loi pour la cessation des guerres, parce que qu'est-ce qu'on a avec ça? On aura comme l'armement. On va avoir une belle loi, mais elle n'aura pas force de loi. Vous voyez? Alors que si on fait une loi d'interdiction de tuer son prochain, là, c'est différent quand même. Parce que si on a vraiment des pays qui s'alignent, et qu'on commence à créer cette armée internationale petit à petit, vous voyez ce que je veux dire? On la crée, quoi. Bon gré, mal gré, on fait un pays, comme j'ai fait avec mes ONG, hein. Un pays, 2 pays, 3 pays, 4 pays, et on y va. Et l'armée, on la crée. C'est-à-dire, on joint les armées entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? On agrège les armées les unes après les autres. Et cette armée civile mondiale, on l'a. Et après l'autre, elle dégage. Enfin, on n'a plus besoin des armées nationales. Petit à petit, une fois qu'il n'y en a plus que 10 ou 15, non, on a gagné, quoi. Je veux dire, une fois qu'il n'y a plus que 5 pays du Conseil de sécurité qui sont encore là, par armée nationale, je pense que là, on peut arrêter. Donc, je pense qu'on a gagné. Alors, ensuite, et après, je vais vous laisser vous restaurer. Mais j'attends encore des invités, j'espère qu'ils viendront, parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient sur le chemin. C'est pas grave. Le principal, c'est ceux qui sont là. Et qu'on puisse enregistrer et qu'on puisse exploiter ce que j'ai fait, parce que je ne le ferai pas tous les jours. Mais ça permet d'enregistrer et d'utiliser la vidéo. Et voilà. D'ailleurs, ceux qui veulent venir après moi tout à l'heure avec moi sur la vidéo, ce serait bienvenu, comme vous voulez. Alors là, on est dans les plafonds de l'opération Panga. Et si vous regardez la page 11, donc créer une application universelle pour un monde fraternel et solidaire sans argent. Alors quand je dis sans argent, je vais un peu loin. Hein. Donc il y aura forcément une phase de transition, mais c'est juste pour provoquer. Alors je ne suis pas la seule non plus, j'ai mis du temps, mais j'étais un peu dans la monnaie universelle, le revenu universel, tout ça. Mais moi je me dis, c'est un peu stéréotypé, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on va nous donner? C'est pas suffisant en fait, c'est nettement insuffisant, un revenu universel pour vivre décemment. C'est vrai qu'on va faire que des gens peut-être assister. Je veux dire, c'est pas passionnant d'avoir tous le revenu universel. Voilà, il faut trouver autre chose, il faut vraiment trouver un autre système. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ceux qui s'intéressaient au monde sans argent. Et il y en a plus qu'on ne croit. Et il y a tout un parti de monde, de personnes, je ne sais pas si vous avez vu le mouvement Thrive, ça veut dire prospérer en anglais, en français, en anglais ou français, Thrive, et qui a élaboré des films, notamment 2-3 films, Thrive 1, Thrive 2, Thrive 3, et qui a eu beaucoup de succès. Malheureusement, ils se sont attaqués à la religion, ils ont mal démarré, donc ils ont mal démarré leur film en s'attaquant aux religions, et du coup, leur discours sur le monde sans argent, donc c'est le Venus Project. Alors Venus Project, il est passé un peu, du coup, ils ont été massacrés, forcément, parce qu'il ne faut pas s'attaquer aux religions. Je serais loin de moi de m'attaquer aux religions. Donc, c'est pas du tout ça le but. C'est de l'histoire. La religion fait partie de notre histoire. On ne peut pas faire ça, il ne faut surtout pas les attaquer de front comme ça. Et c'est dommage parce que leur discours a été étouffé un petit peu à cause de ça. Mais ils ont beaucoup travaillé sur ce que pourrait être un monde sans argent. Justement, ils ont parlé des énergies libres, des systèmes autonomes, de ce que pourrait être un monde sans argent sous le nom de Venus Project. Alors vous retrouverez tout ça dans la bibliographie. Alors, dans les plafonds, les objectifs de l'opération Pangor de ce nouveau système économique, donc ce serait acquérir un cadre de vie serein et de qualité. On redéfinirait le travail en ressources d'activité humaines. Alors, je mets en place des pans d'activité et des parts de ressources. À partir des parts de ressources dans le monde, à partir sur le constat. Il existe quoi dans le monde? Parce que la richesse, l'argent, c'est rien. La vraie richesse, c'est les ressources. C'est l'arbre qui fait du papier, du livre, c'est notre intellect, c'est les ressources. Donc, toutes sortes de ressources.
ressources intellectuelles, ressources matérielles, c'est de dénombrer toutes ces ressources et puis ensuite les partager. Donc c'est ça le système que j'ai un peu développé, qui est un peu innovant. Je me suis un peu creusé la tête quand même. Et donc il y a les pans qui reviennent à Pangée aussi, les pans d'activité et les parts de ressources. Et en fonction des pans d'activité, on rééquilibre les parts de ressources en fonction des pans d'activité. Voilà. Et en s'adossant aussi sur les critères de pénibilité. Parce que j'estime que quelqu'un... pourquoi aussi chacun de nous ne donnerait pas une partie de ses heures de vie à nettoyer les ordures ou à faire le... Pourquoi ce serait toujours la même personne dans sa vie? C'est pour ça que je revenais au système des métiers, de casser aussi ce carcan. C'est pourquoi une personne, toute sa vie, devrait faire le ramassage des ordures, par exemple. Bon, je sais pas, maintenant ils sont sur un chariot et tout, élévateur et tout, c'est pas trop désagréable, mais quand même, c'est pas très passionnant. Moi, je préfère me cultiver et de lire que de faire ça toute ma vie. Voilà. Pourquoi on ne partagerait pas les tâches et que moi je serais d'accord de le faire si c'est que 6 mois, ça ne me dérange pas. J'ai fait, je me dis, moi je l'ai fait pour les sans-abri. J'ai vécu avec eux pendant 1 an, dormi avec, nuit et jour, ils ont cassé ma voiture, je me suis retrouvée les culottes courtes, enfin non, imagée. Mais j'ai accepté, j'ai joué le jeu. Je ne me suis pas fait égorger. C'est un miracle, parce que maintenant j'entends parler d'horreur, des gens qui égorgent leurs bienfaiteurs. Là, ça c'est horrible. Et Dieu merci, ils ne m'ont pas tué. Ils m'ont protégée. Et d'ailleurs, je raconte une anecdote. J'ai fait une campagne étudiante à Rennes 2. Si vous les connaissez, c'est à gauche à fond. J'ai fait la campagne étudiante grâce à eux, parce que c'était balafré jusque-là. Ils m'ont protégée. C'est drôle. Ben, ça, c'est vrai. Ça, je le garde pour moi. Ben, maintenant, avec vous, c'est une vraie anecdote. C'est eux qui ont fait ma campagne. Sinon, je me faisais massacrer. Je passais par avec les syndicats étudiants. C'est la guerre, une jungle horrible. Je l'ai appris à mes dépens. Et c'est les sans-abri qui m'ont permis de gagner des élections. Étonnant, non? Alors, j'en termine avec mon petit sommaire. Vous ne l'avez même pas ouvert. Et je pense que je vous aurais dit l'essentiel. Ah oui. Alors, derrière donc, toute cette restructuration de Pangée, donc on a la maison d'édition, donc tout ce qui est un thème qui va avoir trait à l'ingénierie de paix, on prend. On va essayer de développer, d'encourager toutes les actions autour de l'ingénierie de paix. Si on fait beaucoup d'argent avec des systèmes de protection anti-violence, eh ben, ça reviendra pour la paix. On est aussi en train de développer un système, un institut de formation, voilà, avec toutes les formations qui vont permettre petit à petit, de manière progressive, d'aboutir à une université de la paix, j'espère en France et dans plusieurs régions, donc inciter à construire de plus en plus d'universités. Ça, je travaille avec Atlanta, un centre Nobel de la paix, qui est très 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 actif et qui est en train de créer aussi, qui en propose un en Corée, voilà tout ça. On avait créé ça, on avait entamé le travail avec M. Giscard d'Estaing, ils ont suivi à la lettre, en relisant, ils ont suivi à la lettre le programme qu'avait donné M. Giscard d'Estaing. Donc je suis très contente. Donc on crée des centres de paix adossés à des universités de paix. Donc ça, on continue, et à Nous sur ailleurs aussi. J'espère que donc, du coup, on continuera le combat ensemble. Ce combat est très important. Voilà. Et bon, je fais un pied de nez à l'ENA en parlant de l'EMA, l'École mondiale de l'administration, pour faire chic. Voilà. Donc si on peut mettre en place nos administrés mondiaux, étudiants, et les éduquer, les former pour devenir des ingénieurs de paix. Voilà, donc système de défense mondiale commune, système d'outils et savoirs mondiaux, et ingénierie de paix planétaire et interplanétaire. Voilà ce que contient notre petit livre rose. Alors, j'en ai terminé. Ah, mais peut-être si vous avez des questions, vous venez là, parce que j'ai qu'un micro. Si quelqu'un a une question, vous venez là. Après, je donne la parole à M. Rayer. Est-ce que quelqu'un veut venir près de moi, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un veut venir pour... Eh ben, on va peut-être faire venir d'abord notre président d'honneur. Et puis, si quelqu'un se décide, je vous ai pris un peu à froid, si quelqu'un se décide, vous venez là et vous posez une question. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une question à me poser? Oui, bonsoir à tous. Au sujet de la paix, l'armement, il y a un enjeu qui est économique de toute manière. Donc, on l'a vu avec le président de
la République Emmanuel Macron, qui est venu parler d'universalité, que le beau d'ici ressemblait au beau d'ailleurs et qu'on était tous de la même famille. Et il en a profité pour... C'était à Abu Dhabi, ça. Oui. Et il en a profité pour vendre 80 rafales armées, pas des rafales nues, hein, mais des rafales armées, et des hélicoptères de guerre. Donc il y a un enjeu économique qui est là. Donc pensez-vous qu'on puisse espérer la paix avec des enjeux économiques qui sont mondiaux? Les États-Unis vivent de ça, la France vit de ça, l'Italie vit de ça. Donc est-ce que c'est pas compliqué? Alors effectivement, dans les grands discours des dirigeants, mais je n'ose pas te dire forcément de ceux qui sont en exercice en place forcément actuellement, mais bon, il y a forcément derrière un filigrane, ils prônent la paix, ils essayent de dire, voilà... Oui, enfin, effectivement, ce sont des grands discours. Moi, ce que je remarque d'ailleurs aussi, c'est que par rapport à l'ingénierie de paix, c'est pourquoi ce terme, pourquoi c'est important de vraiment nous de s'en emparer, la société civile. C'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement tous ces hommes politiques, ces présidents, c'est une fois qu'ils sont à la retraite vraiment, qu'ils s'autorisent à penser la paix. Ils vont créer l'ONG pour la paix, ils vont se mettre à fond pour la paix. C'est une fois qu'ils ont fini leur guerre qu'ils vont être les chantres de la paix. Je le vois pour M. Raffarin qui a créé Leader for Peace, bon, c'est très bien, mais comment dire, bon, il a quand même été ministre, premier ministre, et puis ils ont prôné la guerre en Irak à l'époque, enfin bref, et tout d'un coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de conflits, d'essayer de résoudre la Syrie, de s'immiscer, voilà. Mais c'est vrai que, je sais pas, mais bon, on croit pas forcément vraiment à cette envie profonde de mettre en place des outils efficaces. Et est-ce qu'ils ont la possibilité en président? Non, pas forcément, parce que moi j'ai entendu des présidents de la République. Même, c'est évident, quand ils se mettent en place, il y a des conflits déjà, des oppositions, des guerres. Et déjà d'entrer dans le rôle d'un président de République, c'est déjà de se dire qu'on ne parlera jamais à quelqu'un qui est d'un camp opposé, qu'on n'aura pas forcément un dialogue. Vous voyez? Parce que certains pays sont en conflit. Donc j'ai des présidents, des diplomates qui savent d'entrée de jeu, qui n'auront jamais un dialogue frontal. Comment vous voulez imaginer? Donc ils ont, rien que par leur costume, le costume qu'ils revêtent, ils ne peuvent pas créer les conditions forcément de la paix. Ils ne vont même pas pouvoir discuter avec leurs ennemis en titre. Donc à partir de là, c'est compliqué. Il faut se mettre à leur place. Ils doivent jouer un rôle en plus à vie. Parce qu'on voit qu'on est président, surtout en France, on est président à vie. Je vois M. Giscard d'Estaing, le frère de feu Olivier. Donc, j'ai vu, hein, on a des obligations, on est président quand même à vie. Voilà. Et effectivement, comme vous le disiez, même s'ils avaient la meilleure volonté du monde, c'est pas forcément leur rôle finalement. Je pense que c'est à notre rôle, à nous, de la société civile, de s'emparer de ce sujet. Et dans le premier tome, et dans le deuxième surtout, vous avez plein de propositions au niveau mondial. L'Assemblée parlementaire mondiale, comment construire la politique mondiale. Et on parle de gouvernance. Moi, je ne veux pas ce terme. Les citoyens du monde ne veulent pas ce terme. Nous, on parle de démocratie mondiale. Mais tout ce qui est politique mondiale, justement, n'est pas du tout encore construit. Pas du tout. Et là où je vous mets en garde, et je mets en garde aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fait de ne pas se faire happer, de ne pas se faire voler, voilà, ce que nous, on peut construire. Ce que je vous disais, hein, là, je ne fais pas un dispositif pour de l'éducation sexuelle et des attouchements, vous voyez? C'est pas ça. C'est justement pour éviter qu'il y ait des attouchements, éviter qu'il y ait quoi que ce soit. La paix mondiale, alors je me permets de parler du Forum pour la paix, hein,
puisque pendant qu'il y a eu l'UNESCO, il y a eu 30 chefs d'État qui sont venus à l'UNESCO, parce qu'on a participé au débat, à certains débats avec M. Rayer. Et donc, bon, quand il y a eu les chefs d'État, on n'a pas eu le droit de rentrer cette fois-ci, parce que j'ai pas encore le partenariat. Mais M. Macron a créé le Forum pour la paix, vous savez. Mais si vous tapez Forum pour la paix, ayez la curiosité de le faire. Vous ne trouverez pas le forum de M. Macron. Il faut aller sur Forum for Peace pour trouver le Forum de la paix de M. Macron. Ça s'appelle comme ça, hein, Forum for Peace. Ouais. Et quand vous irez dessus, alors moi j'ai essayé de participer, j'ai proposé l'ingénierie de paix, tout feu, tout flamme. Dès la première édition, j'étais là, je suis là, Monsieur le Président. Et j'ai proposé les gros projets et tout, mais quand j'ai fait le tour du... attention, je venais à l'époque du monde des citoyens du monde. Quand j'ai fait le tour un petit peu des stands, j'ai vu des citoyens du monde qui existaient depuis 3 ans. J'ai dit, bah, bravo, Monsieur Macron, d'avoir choisi les citoyens du monde qui existaient depuis 3 ans. Alors que moi, j'ai dû écrire un grand livre. Et puis, voilà, c'est plus de 70 ans qu'on a... Bon. Et je me suis dit, bon, ben voilà, c'était, je pense, des soutiens de M. Macron, tout simplement, qui étaient sur les stands. Hein. Voilà. J'en ai déduit ça, peut-être. Ou alors, pourquoi j'étais persona non grata, alors que je m'appelle quand même Pongé ONG Ingénierie de paix. Alors, ben, j'ai été invitée après, hein, mais je ne suis pas retournée. Je suis invitée tous les ans. Je suis invitée, mais de loin. Hein. Enfin, moi, j'insiste plus. Moi, quand je vois que c'est vraiment très froid, je n'insiste pas. Mais voilà, M. Macron, effectivement, donc, a réuni, en a profité pendant que les chefs d'État étaient là pour réunir tout le monde. Mais je ne sais pas exactement s'il a avancé sur les questions de paix. Alors, des commémorations, sans doute. Mais j'attends le programme pour la paix. Et le mouvement de la paix, qui n'est pas là aujourd'hui, qui devait venir, propose, et c'est pas le seul, il y a un Indien aussi qui intervient dans le second livre, qui propose le ministère pour la paix dans chaque pays du monde. Il en existe dans certains pays. Costa Rica, il en existe. Je vous assure que je ne suis pas cinglée. Hein. Quand je parle, c'est des choses, j'invente rien du tout. Hein. J'invente rien. Je parle de ce qui existe en général. Et il y a un monsieur, voilà, cet Indien, cet homme admirable, qui préconise, donc, qui a rassemblé, qui a fait justement aux États-Unis, il a réuni je ne sais combien de milliards de personnes justement sur ce thème-là, avec une grande assemblée, avec un ancien politique, et il a parlé des centres de paix, et lui, il défend les ministères de la paix. Alors dans les programmes politiques qui vont venir, le mouvement de la paix le préconise aussi. Je vous encourage, voilà, tout ce dont je vous ai parlé ce soir, je vous encourage à inciter les candidats à la présidentielle de travailler sur l'échelon scalaire. Ce qu'on appelle l'échelon scalaire, c'est-à-dire un échelon multiscalaire sur plusieurs échelles. C'est l'échelon local, l'échelon national. Alors ça, il n'y a pas de problème, hein. L'échelon local, l'échelon national, on en parle. L'échelon régional aussi. Alors les grandes régions du monde, un peu moins. Alors l'échelon mondial, dans les limbes, hein. Bien souvent, quand on parle de l'échelon mondial, au niveau de la politique. Mais imaginez que, comment vous voulez-vous, là j'ai travaillé dans l'événement pendant des années, j'ai fini par arrêter si j'étais écœurée, et comment voulez-vous que, maintenant on commence à en parler, hein. Un vêtement, c'est fabriqué avec des colorants, c'est horrible. De ganges entiers on a infecté des produits chimiques et compagnie, et des pays les moins avancés, ou comme vous voudrez le dire, enfin, qu'on écrase tout simplement, qu'on exploite, dont on exploite les richesses ou les terres, elles boivent de cette eau. Et comment on ne peut pas prendre le mort au temps très vite? C'est inadmissible, quoi. Je veux dire, c'est révoltant. Et tout ça, je comprends cette politique, cette dynamique pour le Covid. Pourquoi il y en a plein qui sont morts à cause de la Covid, il y en a qui sont morts de faim. Hein. Vraiment, en Inde, je suis persuadée qu'il y a plus de morts de faim que d'épidémies. Mais bon. Bref, est-ce que j'ai répondu à votre question, plus ou moins? Plus ou moins. Voilà. Non, en fait... Est-ce que vous voulez parler de votre...
l'universalité de votre ingénierie culturelle. Oui, en fait, j'ai fait une découverte sur l'origine commune de la culture et spécialement du processus de la création. En fait, l'origine commune de la culture est née en Afrique et en fait, il n'y a qu'une culture, donc ce qui devrait être un élément pour favoriser la paix, puisqu'il n'y a qu'une culture. C'est vraiment comme un arbre avec des branches, mais les racines sont identiques à tous les pays. Alors, Emmanuel Macron est au courant depuis 4 ans et demi et se sert de cela pour sa politique, enfin pour la géopolitique, pour sa stratégie, etc. Et donc, c'est pour ça que tous les pays arabes maintenant créent des musées à plus savoir qu'en faire. Et que tout ça pour l'universalité de la création, et ça permet de vendre des armes derrière et de faire tout un tas de choses. Donc c'était pas le but. Alors il y a eu cette découverte, enfin c'était pas ce qu'on voulait en faire. Mais malheureusement, personne n'a saisi la chose, puisque j'ai essayé de développer ça avec tout le continent africain. Et les chefs d'État africains sont déplorables, je suis désolé, mais il n'y en a aucun qui a saisi cette découverte qui est totalement scientifique et qui est prouvée. Et on en reste là. Donc, on a cette découverte qui peut servir à la paix. Et on a décidé de faire une tournée mondiale pour aller présenter ces découvertes à toutes les sommités financières du monde, puisque à partir du moment où ceux qui ont l'argent décident et en fait donnent les ordres aux chefs d'État, peut-être que ça va changer si on arrive à convaincre ces personnes-là. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Oui, allez-y. Venez. Nous prenons notre chaise. Pour me laisser voter et poser ma question. Ma question est qu'on a vécu ensemble un sommet mondial citoyen pour justement organiser ONG, alors pour la paix. Et j'ai lu beaucoup de... Comme vous avez dit, il y a beaucoup de partenaires un peu partout dans tous les continents. Et en Afrique, j'ai vu des députés tunisiens, même des ex-maires ivoiriens. Alors, ma question est que est-ce qu'ils ont pu amener ce message de paix en Afrique et le développer? Et, comment vous sentez où est-ce qu'ils en sont, ces partenaires africains aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en train de travailler sur ce sujet de paix, comme vous êtes là? Alors, à vrai dire, depuis le sommet mondial en 2019, pour le sommet mondial, oui. Alors, nous avons M. Daouda, qui est adjoint à la mairie du 19e, qui est là, enfin, qui travaille auprès du maire maintenant, qui était adjoint à l'époque et qui pourrait aussi nous en parler, hein, si vous voulez, tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que depuis la Covid, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, mais que le territoire africain est très très dynamique à tout niveau, comme l'Asie. Hein, beaucoup de pays en fait sont très très dynamiques, ceux qui sont opprimés. Hein, c'est les premiers à être vent debout dès qu'il s'agit de paix. Ces stades olympiques remplis pour réclamer la paix dans le monde. Ah bah oui, c'est une force vive, une manne extraordinaire l'Afrique pour la paix dans le monde, et je tiens à les saluer parce que, juste pour l'anecdote, parce que tout le monde dit qu'ici connaît la Corée du Nord, tout le monde en parle beaucoup sans y avoir jamais mis les pieds. Et à cet effet, j'étais très surprise de voir qu'il y avait beaucoup de pays africains qui prennent Kim Jong-un comme exemple. Enfin, voilà, c'est juste une anecdote.
D'accord, merci. Je compte beaucoup sur l'Afrique pour justement la loi anti ne pas tuer son prochain. Voilà, ne pas tuer son prochain. Attendez, on me dit qu'il faut s'arrêter. Oui, Daouda. Oui, merci. Éventuellement, je vais déplacer le micro si tu veux que j'aille dans la salle. Mais ah, d'accord. On a un problème de temps. Oui, alors on va passer au bus. Pourquoi merci. Par rapport, le temps presse, c'est un travail qui a été très correct, très bien organisé. Merci, Nathalie. Merci parce que il y a de fois, on a eu une aventure de sensibilisation sur la peine d'animaux, notamment le 19e qu'on a participé ensemble. Donc, ce n'est pas une question de question-réponse, ça n'évolue pas. Mais il y a une chose, c'est qu'il y a une prise de conscience collective. D'abord, il faut commencer un travail. En amont, comme tu le disais, c'est ce travail qui émerge dans le temps et dans l'espace. Et l'Afrique en est consciente, parce que quand on se répète sur l'histoire, puisqu'il s'agit aussi de la culture, donc le président d'honneur vient d'évoquer, surtout la paix, la culture, c'est le socle de l'Afrique, c'est-à-dire que c'est comme on appelle l'humanité, c'est l'Afrique. Et à travers aussi ces prises de conscience que certaines associations comme toi et d'autres le font, je crois qu'on arrive à progresser vers la paix réelle. Parce que quand on voit la géopolitique actuellement au niveau de l'Afrique, on se rend compte visiblement qu'il y a une prise de conscience, puisqu'il y a une brutalité, une violence extrême à tel point que même les enfants arrivent à comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre. Et merci à vous, parce qu'à travers ces événements, ces prises de conscience, ces mots de pensée, on arrive progressivement à interroger tout le monde et du coup à la fois. Et c'est cette interrogation, je crois que c'est le peuple, le petit peuple qui trouvera la solution. Merci. Alors, je vais vous inviter. Et on oublie juste une chose, c'est qu'il faut qu'on fasse la paix avec la terre. Non mais c'est vrai, l'environnement est le plus beau symbole de paix qu'on peut avoir au monde. Malheureusement, trop peu de gens en parlent. Je vous donne l'exemple, par exemple, des derniers gorilles de montagne. Tout le monde les connaît parce que ce sont nos cousins grands singes. Eh bien, si on veut les protéger efficacement, on est obligé de faire la paix entre 3 pays qui sont dans le massif des Virunga, qui sont le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Pourquoi? Parce que le gorille, il n'a pas de passeport. Donc, si on veut le protéger efficacement, on est obligé de se faire la paix à travers la société civile ou autre. Donc, le plus beau symbole de paix au monde, c'est l'environnement. Parce que nulle part dans le monde, sur la planète, les animaux n'auront de passeport. Donc, je pense que ça, c'est un très beau symbole et que vous devriez utiliser. Je suis là et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Africains. À l'heure d'aujourd'hui, on est capable de faire du charbon issu d'agroécologie, donc qui ne provient pas de notre patrimoine naturel mondial en péril, avec un atlas de boules d'argile, moins cher que du charbon qui provient du dernier habitat des gorilles de montagne ou de notre patrimoine naturel mondial en péril. Donc c'est génial parce qu'en plus, ça crée plus d'emplois. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ce sont les veuves de garde de parc qui se sont fait tuer, dont leur mari s'est fait tuer par des pygmées, qui sont en train de faire ces boules d'argile avec ces pygmées dont le mari s'est fait tuer par des gardes de parc. C'est aussi ça la paix. Et à travers l'environnement, on a beaucoup de moyens d'arriver à ça. Voilà. Bravo en tous les cas pour tout ce que vous faites et n'oubliez pas ce symbole de paix qu'on a à travers les animaux qui nulle part n'ont eu de passeport. Entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, si on voulait protéger les espèces d'animaux, on n'avait rien d'autre à faire que de travailler main dans la main. Voilà. Merci Bravo à vous. Merci beaucoup pour ton intervention. Effectivement, on n'oublie pas l'environnement et la paix avec la planète, c'est sûr. Et je salue aussi son combat pour les gorilles, qui est merveilleux. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je pense qu'on peut échanger. Nous, on reste à la table pour vous dédicacer si vous voulez le livre. Et puis, on va pouvoir commencer à des festivités culinaires, si vous voulez. Voilà, je vous remercie infiniment d'être venu. Et j'espère que vous n'êtes pas frustrés de ne pas avoir pris la parole.
là, je suis désolée, j'ai été trop bavarde. Merci. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ በደስታ ኑሪልኝ ሌላ ምን እላለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ ወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ በደስታ ኑሪልኝ ሌላ ምን እላለሁ እኔ
አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እምዬ እናቴ እምዬ እናቴ እምዬ እወድሻለሁ 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 እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ ከልጅነቴ ነው ፍቅርሽን ያየሁት የማይለዋወጥ ነው ለፍተሽ አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ ቋንቋ ይገልጸዋል ያንቺንም አውለታ ባወራው ብዙ ነው እድሜን ጥገቢልኝ በደስታ ኑሪልኝ ሌላ ምን እላለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እወድሻለሁ እወድሻለሁ